Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec l'outillage Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et à l'animation, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy. Hey, bonjour Mario, ça va bien? Oui. Écoute Guy, c'est une drôle d'émission parce qu'habituellement, nous, on fait des émissions avec un invité. Mm-hmm. Puis le but, c'est de discuter avec un invité d'un sujet en particulier. Puis là, bon, on va faire une émission où est-ce qu'on n'a pas d'invité. Puis c'est une émission assez particulière parce que ça va être notre dernière émission du Visual Studio Talk Show. Après plusieurs années, à un moment donné, il faut tourner la page, comme on dit. Ouais, oui. Il y a différentes raisons qui expliquent pourquoi on va publier cette émission-là au mois de novembre, mais ça boucle un peu la boucle parce qu'on a commencé le podcast en novembre 2004. 19 ans. 19 ans. Ouais. 281 émissions, enregistrements. Oui, tout à fait. Donc, et ça va vite, hein? Si on m'avait dit au début, tu vas faire ça pendant 19 ans, j'aurais dit, ben voyons donc. C'était expérimental, surtout au début. Je ne sais pas si tu te souviens, Guy, tu as été notre deuxième invité. Ouais. Donc, tu étais venu pour l'émission du mois de décembre pour parler d'une technologie qui n'existe plus du tout et qu'on ne veut peut-être pas rappeler. Et puis là, ben, par la suite, à un moment donné, tu as pris la relève pour à l'animation en 2006. Donc, ça fait 17 ans finalement qu'il faut que tu m'endures. Ouais. Au début, le co-animateur était Éric Côté. Oui. Puis, pour différentes raisons, Éric, à un moment donné, il pouvait plus. Puis là, toi, tu étais disponible. C'était un bon fit. Je pense on s'est pas tombé trop ses nerfs à travers toutes ces années. Absolument pas. Puis le podcast, c'était une façon pour nous d'apprendre, puis de rencontrer des gens. Mm-hmm. D'apprendre parce que toi et moi, on est super curieux. On s'émerveille encore de tout ce qui est technologique, puis des avancées dans la technologie. Puis le fait de rencontrer des gens qui étaient plus intelligents que nous sur des sujets qu'ils maîtrisaient, ben on apprenait beaucoup de choses. Puis de deux, on a fait des rencontres extraordinaires. Oui, écoute, donc comme tu dis, des gens, si on peut pas dire plus brillants, en tout cas plus connaisseurs que nous sur bien des sujets. Donc ça, c'était... Mais aussi... des choses assez particulières qui sont arrivées. On se retrouvait à un moment donné invité dans des conférences à Paris. En tout cas, on a eu tout un peu un volet européen qui s'est ouvert vers nous à partir de quoi? 2007-2008, là, le podcast a commencé à être écouté beaucoup dans la francophonie à travers la planète. Puis c'est ça qui a fait qu'on se retrouvait à un moment donné à participer à des activités en Europe. Moins ces dernières années, de toute façon, aujourd'hui, tout se fait à distance. Donc... Puis, ça fait quoi? Ça fait au moins 5 ans, 6 ans maintenant qu'on enregistre à distance. J'essaie de me souvenir quand est-ce qu'on a fait le saut. Parce qu'on était au début, c'était toujours en personne. Oui, toujours en personne. On insistait que ce soit en personne parce que on rencontrait des gens, puis c'est une façon là d'avoir un contact humain, là, tu sais, de rencontrer vraiment les personnes. Mais d'un point de vue logistique, là, c'était tout le temps compliqué. Il fallait amener les micros, puis au début, c'était compliqué à enregistrer à distance. Écoute, en 2004, juste pour te souvenir, je sais pas, en 2004, au début, moi, j'avais aucune idée comment faire un podcast, puis on a appris sur le tas. Puis je me souviens d'avoir demandé à un de mes amis qui avait travaillé à Radio-Canada, qui a commencé à m'expliquer un peu, tu sais, tout ce qui fallait que je comprenne au niveau de la technologie du son. Parce que en 2004, on n'était pas... Les outils maintenant digital, des micros, tout est là en 2023, c'est hyper facile. Mais en 2004, c'était pas si simple que ça. Tu sais, il fallait utiliser des bons vieux micros analogiques avec une console, qu'après ça, la console redistribuait vers un PC. Puis, juste par exemple, héberger nos fichiers
je sais pas si tu te souviens, Guy, mais au début, les fichiers, j'étais obligé de les compresser en 32 kilobits par seconde parce que fallait pas que mes fichiers soient trop gros. Parce que deux choses. Première raison, c'est que la bande passante, on n'avait pas pour être capable de vraiment uploader sur Internet. Puis des sites pour héberger des podcasts, ça coûtait une fortune l'espace disque. Mm-hmm. Donc là, pour réduire les coûts, à un moment donné, on réduisait la grosseur des fichiers, puis avec la qualité. Donc, si vous écoutez, vous retournez, vous allez écouter nos premiers podcasts de 2004, ça sonne un petit peu cacane. Mais c'était ça à cette époque-là. Puis les choses sont améliorées. À un moment donné, il est arrivé les premiers hébergeurs. Nous, on est hébergés avec Libsyn parce que c'est un des premiers qui est apparu sur le marché, je pense en 2007-2008, je pense. Ouais. On a fait le saut, nous, assez rapidement en se disant, ben écoute, on va cesser de gérer nous-mêmes parce qu'au début, c'était notre propre site web. Tu viens que on avait été... c'est vraiment nous qui avions programmé comment on hébergerait et tout. Donc, ouais, c'est compliqué. Tout était assez compliqué. Puis la pandémie aussi nous a facilité les choses parce que c'était compliqué un petit peu à enregistrer à distance auparavant. Puis là, comme les outils sont super améliorés en l'espace d'une année, de 18 mois, là, on a vu une évolution incroyable au niveau des outils ou des services qui nous permettent d'enregistrer à distance. Donc ça, c'est tout à fait génial. Puis ça nous a permis aussi d'élargir un petit peu nos horizons parce que, comme je mentionnais tout à l'heure, au début, on enregistrait en présentiel, en présence de notre invité. Mais là, ça nous a ouvert un peu les portes. On a pu enregistrer avec des invités en Europe, par exemple. Fallait attendre l'occasion. On les rencontrait, par exemple, dans une conférence, et là, on profitait du fait qu'on était à la conférence pour enregistrer. C'est souvent ce qui se passait. Ou une activité organisée par Microsoft, c'est souvent le moment où est-ce qu'on pouvait entrer en contact de façon... Puis en plus, sans que ça dérange trop les gens dans leur vie personnelle, parce que si tu leur demandes de venir enregistrer le soir, ben souvent, c'est la famille qui est impactée. Donc, on a tous une famille, autant de notre côté, mais aussi nos invités. Donc, des fois, c'est pas si simple que ça. Guy, tantôt, tu disais, ben écoute, c'était fabuleux le podcast parce qu'on apprenait beaucoup, puis on est des personnes qui aiment apprendre. Puis là, ben, il y a peut-être des auditeurs qui disent, ben c'est quoi l'histoire, là? Ils veulent plus rien apprendre? Ils sont, tu sais, ils lâchent parce qu'il y a plus d'intérêt ou il y a plus ci, puis la réalité est... Il n'y a plus rien qui rentre dans le coco, là. Mon coco est plein, là. Les neurones, là, sont tous remplis. Non, pas du tout. Deux choses. Il y a beaucoup de changements dans ma vie à moi. Le changement le plus majeur, puis les auditeurs qui sont un peu au fait des choses le savent. Ça fait plusieurs années que je travaille sur le démarrage d'une start-up. Que j'ai toujours eu de la misère à expliquer qu'est-ce qu'elle fait, cette start-up-là, parce que essentiellement, c'est un outil de gestion de tâches, nouveau genre, avec une nouvelle métaphore, une nouvelle approche qui était construite initialement dès le début en pensant que je voulais créer un assistant intelligent. Je me souviens qu'en 2015-2016, je voulais pas appeler ça de l'intelligence artificielle parce que j'ai toujours su que c'était pas de l'intelligence, mais que c'était quand même beaucoup d'algorithmie, beaucoup d'intelligence quand même empaquetée dans un outil logiciel. Puis on a travaillé fort là-dessus. Je me souviens, Guy, souvent quand tu te moquais, ça peut arriver des fois que tu peux te moquer de moi, puis j'ai les premières années quand j'essayais de t'expliquer, puis tu me disais, quoi, t'es en train de me dire que t'es en train de faire un Clippy pour les to-do, parce que, bon, pour ceux qui sont assez vieux comme Guy puis moi, on se souvient probablement de Clippy, le petit clipper, le petit... comment on dirait ça en français, ce qui apparaissait en bas? Ah, le petit assistant qu'il y avait dans Office, là. À la même époque que Bob était apparu, je sais pas si tu te souviens de ça, Bob. Hey boy. Donc, Guy s'amusait à me décourager en disant, ben voyons, tu vas faire un clipper, là, c'est quoi cette affaire-là? Puis, malgré ça, j'ai quand même persévéré, j'ai continué, en tout cas, avec mon partenaire d'affaires, Éric Renaud, on a continué, on y a cru, puis on a développé toute la partie algorithmique. On a réussi à vraiment construire l'intelligence qu'il faut pour gérer finalement un processus de gestion de tâches, de gestion de to-do. Puis, ce qui a été... puis c'est drôle parce que, Guy,
je dirais qu'en 2021, juste avant la pandémie, c'est sûr que des fois, tu te mets à plus y croire en disant, ben là, des fois, tu le vois plus, ton produit. Tu vois plus qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel, puis tu penses que tout ce que tu fais, finalement, c'est juste acheter aux poubelles. Tu dis, ouais, on n'arrivera à rien à ça. Puis je me souviens que, à un certain moment donné, on voyait, nous, qu'on ça marchait bien, nos choses. Et le grand swing pour nous, c'est l'an passé, à peu près à la même époque. Guy, je sais pas si c'est toi, c'était en novembre, mais moi, c'était plus en décembre que j'ai découvert ce produit-là, ChatGPT. Et là, on a vu que, OK, donc l'intelligence artificielle, ça arrive pour le vrai. Puis là, ben, on parle de l'intelligence basée sur des bases de données de langage massif, ou en tout cas des large language models, je sais pas comment traduire ça, des modèles massifs de données sur le langage que ChatGPT utilise, qui est une autre approche. Nous, on avait créé de l'intelligence vraiment avec des approches plus algorithmiques, plus classiques, mettons, moins basées sur du LLM. Puis là, on s'est dit, wow, si on mixe le LLM avec ce qu'on a fait, on peut vraiment aller à un autre stade. C'est ça sur quoi on s'est mis à travailler tout l'hiver dernier, puis les 8 derniers mois. Puis là, aujourd'hui, on arrive à l'étape où est-ce que, bon, OK, on va présenter ça, ce produit-là, puis on va trouver notre market fit. D'ailleurs, Guy, la semaine dernière, je te présentais vite qu'est-ce que c'est le produit. C'était quoi ton premier... qu'est-ce que ça t'a fait penser à quoi quand t'as vu ça? À rien, peut-être que t'as déjà vu, ou oui ou non? En fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense que vous avez développé un concept qui est assez unique, qui va permettre aux petites équipes de bien gérer les différentes tâches. Puis ce que je trouve pas mal génial dans votre approche, c'est que ça peut s'appliquer à n'importe quel type d'équipe, n'importe quel marché. Ouais. Du moment qu'il y a un travail d'équipe et des tâches qui doivent être effectuées par divers membres de l'équipe, c'est complexe de faire le suivi. Ça prend pas juste un gestionnaire de tâches, des choses comme ça. Le concept que vous avez développé, que vous avez inventé, développé, puis ce que j'ai vu là, ouais. est pas mal unique. Puis je pense que ça va répondre à un besoin. En fait, vous allez combler une niche là qui est assez importante d'après moi. Ouais, c'est ça. C'est parce que dès que t'es plus que, mettons, 5-6 personnes, souvent surtout dans les organisations, ben là, la gestion de projet se justifie, puis là, ben tu vas avoir des ressources qui vont avoir comme mission première de s'occuper de faire avancer les choses. Que ce soit un gestionnaire de projet avec le titre propre, ou si tu prends par exemple un développement de logiciel, on va avoir, mettons, un Scrum Master qui, lui, sa job, c'est justement de s'assurer que le processus est suivi. Mais dès que tu tombes avec une équipe qui est plus petite que 6 personnes, mais qui est plus que 2. C'est sûr que si t'es 2 personnes, tu peux encore réussir à t'organiser, tu t'envoies des emails. En tout cas, tu réussis quand même à peut-être gérer le côté asynchrone. Mais dès que tu montes à 3, 4, puis tu t'en vas jusqu'à vers 7, 8, là, il y a toute une complexité, surtout si tu veux travailler de façon asynchrone. Puis nous, puis c'est là où est-ce que d'avoir un copilote, parce que ce qu'on a créé, nous, c'est un copilote qui va faire toute la micro-gestion de ce processus-là de collaboration entre les individus. Puis là, ben, il a fallu nous autres penser quelles vont être nos métaphores visuelles. Puis c'est sûr que c'est pas la métaphore d'une conversation comme ChatGPT. Je disais quelque part quelqu'un qui disait le vrai futur de l'intelligence artificielle, c'est quand les gens vont réussir à mixer ces ChatGPT-là avec nos vieux paradigmes d'interface avec des listes, par exemple, quand on va trouver comment on fait ce mix-là. Puis ça me faisait rire parce que c'est là-dessus qu'on travaille fort depuis nous des années, à comment trouver cette bonne métaphore-là. Puis c'est pas si simple ça a l'air peut-être facile. Lorsque les gens vont le voir, ils vont faire comme, ben oui, c'est évident. Je dis, bon, OK, faites-le de zéro, vous allez voir que ça peut prendre plusieurs années. Plusieurs essais-erreurs. Dans mon cas, moi, je pense qu'on était peut-être à 200 essais-erreurs et tout. Mais ça pour dire que
To-Do Studio va devenir, tu sais, là, on se lance à fond. Puis j'y crois, mais j'y crois tellement que je veux vraiment avoir zéro influence extérieure qui va m'empêcher de me concentrer à 100%. Puis même si le podcast, c'était pas quand même plusieurs heures par mois, là, c'était une dizaine d'heures par mois, 120, une centaine d'heures par année, mais ces 100 heures-là, ben, il faut que je les garde pour To-Do Studio. Puis, à un moment donné de la vie, il faut faire des choix. Donc là, j'ai décidé qu'il fallait que je mette de côté le podcast. Puis pour différentes raisons, Guy, toi, ça t'intéressait pas de le reprendre. Toi aussi, il y a eu beaucoup de changements dans la dernière année. T'es rendu avec chez VMware. Ben oui, en fait, moi, je suis en emploi de VMware. Je suis dans l'équipe qui construit, qui écrit, qui construit, qui publie des formations sur 2 sites, mais en fait 3 même. Il y en a un qui est cube.academy, qui est des formations sur Kubernetes de façon générale. Deuxième qui est Tanzu Academy, qui focus sur les produits VMware Tanzu. Donc, c'est des produits qui sont utilisés dans la grande entreprise là, qui permettent de gérer des applications avec ce qu'on appelle des supply chain, puis déployer puis gérer, puis sécuriser des applications comme ça. Donc, il y a toute une ligne de produits. Puis, moi, je m'occupe un peu de créer ces formations-là. Puis il y a une troisième académie qui s'appelle le Spring Academy, que je collabore un peu, qui focus sur les développeurs Java et Spring. Donc, c'est mon focus présentement. Là, VMware, à l'heure où on se parle, on est le 6 novembre. Broadcom est en processus d'acquisition de VMware, donc il va peut-être avoir des changements qu'on va voir dans le travail de tous les jours là, dans les prochains mois. Donc mon focus est vraiment là-dessus là, présentement. Tout ça mis dans la balance, ben finalement on décide de mettre un haut là, donc est-ce que c'est juste une pause? Est-ce qu'on va revenir au podcast dans quelques années? Bon, c'est difficile à dire, mais pour l'instant, en tout cas, on le met sur pause. On va quand même garder le site ouvert, donc les podcasts, notre historique va être là encore. Puis, à quelque part... Ben moi, j'ouvrirais la porte à la relève, dans le sens où... si vous nous écoutez depuis des années, puis là vous dites j'aimerais donc ça a l'air intéressant tout ça. Oui, ça l'est. Oui, c'est un peu de travail, mais vous allez rencontrer des gens, vous allez discuter avec plein de personnes, puis ça va être très. En réalité, on pratiquait l'art de la rencontre. Puis c'est vraiment un art. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu rencontres des gens, ben, il y a un échange, il y a un apprentissage, mais des deux côtés. Ouais. Puis ça peut être très... c'est vrai que c'est une très bonne suggestion que tu as, Guy. S'il y a des gens que ça leur tente de se lancer... Ouais, moi je vous dirais, prenez la place qu'on vous laisse. C'est le temps de vous lancer dans l'aventure du podcast si vous le désirez. C'est très intéressant. Mais il y a quand même aussi, on sait aussi qu'il existe d'autres podcasts francophones. On les connaît, donc... Ben ça, c'est un bon point, ça. Écoute, il y a énormément de choses qui se passent du côté anglais. Mm-hmm. Il y a beaucoup moins de choses, de podcasts du côté francophone. On le voit de plus en plus. À un certain moment donné, il n'y avait pas grand-chose en Europe. Nos amis, nos cousins français, belges, ça, se sont lancés au fil des ans. Puis il y a une belle
il y a un beau écosystème de podcasts qui sont disponibles maintenant depuis l'Europe. Du côté nord-américain, du côté du Québec, ben on peut penser que on veut de la relève. Ben oui, tout à fait. Ben, c'est un peu ce qui explique pourquoi vous êtes en train d'écouter la dernière émission, en tout cas, avec Guy et Mario. Il n'y a rien qui dit qu'il n'y aura peut-être pas un Visual Studio Talk Show qui va continuer dans le futur avec des nouvelles voix. Je ne sais pas s'ils vont vouloir le continuer juste voix. Nous, on le faisait seulement voix. On avait décidé de ne pas faire de vidéo. Je sais que la tendance maintenant est beaucoup de aussi publier la caméra et de montrer du visuel. Puis, ouais. Pour différentes raisons. Moi, je me souviens, je sais pas si tu te souviens, Guy, à l'époque, je t'avais échangé ça. J'avais reçu un email de quelqu'un, je pense en 2008 ou 2009, qui me disait « Ah, j'adore votre podcast. » Il dit c'est fabuleux maintenant, l'été, quand il faut que j'aille couper le gazon dans ma cour, ce n'est plus jamais plate parce que je mets mes écouteurs, puis j'écoute votre podcast pendant que je coupe le gazon et cette activité devient maintenant une activité plaisante. Donc, juste de la voix. On a été très heureux de rendre la tonte de gazon agréable. Tout à fait. Ben, c'est ça qui va se passer. Donc, moi, je vais mettre le lien pour ceux qui s'intéressent à To-Do Studio, ben c'est To-Do avec un tiret, donc to-do.studio. C'est notre site web où est-ce qu'on a notre solution qui est un software as a service. Et s'il y en a qui se demandent, est-ce que je pense pas qu'on va aller avec un freemium. Pour l'instant, on va vraiment prendre plus. Si ça vous intéresse, envoyez juste un courriel, puis c'est vraiment comme sur invitation présentement. Là, on travaille avec nos premiers. Ça va être comme ça probablement pour en tout cas, tout 2023, ça c'est certain. Puis, si vous écoutez le podcast, vous êtes en 2024, ben sur To-Do Studio, vous allez voir est-ce qu'on a lancé le produit plus large. Présentement, on aime mieux contrôler, c'est-à-dire travailler avec 5-10 clients à la fois que d'avoir 200 clients puis pas être capable de satisfaire correctement comme il faut. Parce qu'une des choses que Guy me faisait remarquer lorsque j'ai présenté, ça reste quand même que faut expliquer toute la métaphore, toute notre approche, puis il y a une petite courbe d'apprentissage. Puis si tu ne saisis pas ça, ben tu peux être vraiment perdu dans notre logiciel en disant c'est quoi, parce que c'est une nouvelle approche là. C'est un peu comme tu dis à quelqu'un, ben là tu vas faire du Scrum, mais tu expliques pas comment marche Scrum. Il va être perdu ben raide, il va dire c'est quoi ça? Ben là, nous, ça s'appelle pas Scrum, ça s'appelle un studio. Donc, comment on fait des studios avec notre produit? Ben, il y a une petite courbe d'apprentissage qui, bon, heureusement, est beaucoup moins ardue que d'apprendre Scrum. Mais faut quand même. Puis là, ben là, on veut s'assurer qu'on va quand même parrainer ou assister correctement tous nos premiers clients. Puis c'est une bonne façon pour nous aussi d'apprendre puis de peaufiner le produit, ajuster les fonctionnalités, le cas échéant. Donc, c'est un peu ça l'histoire avec To-Do Studio. Puis, en terminant, moi, j'aimerais remercier les auditeurs qui nous ont suivis pendant toutes ces années. Écouter nos péripéties puis nos entrevues. Écouter Mario dans ses envolées lyriques là, quand tu partais là, il fallait que je te ramène là. Il y a des choses qu'on a coupées au montage, hein. Ça pouvait arriver à l'occasion, là, de dire, là, Mario, on s'égare. Parce que, bon, la réalité est que j'aime bien, à l'occasion, partager, mais en tout cas, ce que je pense qui s'en vient dans le futur. Écoute, on vous souhaite moi aussi, je vais souhaiter un merci à nos auditeurs, surtout que ça peut sembler bizarre, mais il y a vraiment des auditeurs qu'on sait qui nous écoutent depuis le début, mois après mois. C'est quand même assez surprenant. Je me souviens, à un moment donné, je suis au hockey avec pour mon plus jeune, puis il y a quelqu'un qui m'accroche puis qui me dit « T'es Mario Cardinal? » Puis là, je regarde, je dis « Oui. » Puis tu dis « T'es Mario Cardinal? » Je dis « Oui, je suis Mario Cardinal. » Mais tu sais, comme, tout est un peu nerveux, puis il dit oh, « J'écoute ton podcast. » Il dit « Wow, toi, t'es tout un informaticien. » Je suis comme « Non, je suis juste quelqu'un de bien ordinaire. » Mais tu sais, on est tous surpris de... Puis bon, là, maintenant, cette personne-là, j'ai eu la chance pendant l'année, pendant le hockey, de mieux la connaître, tout ça, puis c'est bien rendu compte que j'étais loin d'être quelqu'un de très ordinaire.
Que t'étais juste Mario Cardinal. C'est ça. On est juste soi-même. On essaie d'être le mieux, d'être la meilleure version de soi-même. C'est ce qu'on va souhaiter à nos auditeurs en terminant. On va souhaiter une bonne continuation et d'évoluer vers la meilleure version de vous-même. C'est sûr que nous, on s'intéresse à la technologie, donc c'est relié avec la programmation. Mais ça peut toucher toutes les facettes de notre vie. Donc, on va vous souhaiter une bonne continuité. Mm-hmm. Salut tout le monde. À la prochaine. À la prochaine. Visual Studio Talk Show.